7 août 1942, 2h14, Guadalcanal, île Salomon. Les premiers Marines américains de la première division débarquèrent sur la plage Raid, transportant des armes qui allaient fondamentalement remettre en cause la doctrine tactique japonaise. Parmi les garants et les barres, des Marines sélectionnés portèrent des fusils Winchester modèle 12, des armes à pompe d'une capacité dévastatrice que les planificateurs militaires japonais n'avaient jamais anticipée. À travers l'obscurité pré-aube, les Marines avancèrent vers l'intérieur depuis leur plage de débarquement, rencontrant les premières positions défensives japonaises près de la rivière Lunga. Ce qui se produisit lors de ces premiers engagements allait démontrer une erreur de calcul catastrophique dans la planification militaire japonaise. L'armée impériale s'était préparée au combat au fusil à distance. Elle s'était entraînée aux charges à la baïonnette et au combat au sabre à courte portée. Elle ne s'était pas préparée au fusil de chasse américain, capable de tirer aussi vite qu'un soldat pouvait actionner la pompe, une réalité mécanique qui allait briser les présomptions tactiques japonaises à travers tout le Pacifique. Les 2200 défenseurs japonais sur Guadalcanal étaient sur le point de découvrir que les Marines américains avaient apporté dans le Pacifique une arme si efficace en combat rapproché que l'Allemagne avait tenté de la faire interdire de la guerre en 1918. Le Winchester modèle 12, avec sa capacité à tirer en rafale plusieurs cartouches en succession rapide, allait s'avérer particulièrement dévastateur dans la guerre en jungle, le combat dans les grottes et les combats de nuit qui caractérisaient le théâtre du Pacifique. Les mathématiques du combat étaient sur le point de changer. Chaque cartouche contenait 9 plombs de calibre 00. Un marine pouvait tirer 6 cartouches en moins de 3 secondes en utilisant la technique du tir en rafale. En ces 3 secondes, 54 projectiles saturent la zone cible, plus qu'un soldat japonais ne pouvait en tirer en 1 minute avec son fusil à verrou. Le Winchester modèle 12 entra dans la Seconde Guerre mondiale avec une réputation déjà établie dans les tranchées de France. Durant la Première Guerre mondiale, les forces américaines avaient employé des modèles antérieurs de fusils de chasse avec une telle efficacité que le 15 septembre 1918, 15 000 fusils de chasse avaient été utilisés. Le gouvernement allemand déposa une protestation diplomatique par l'intermédiaire de la Suisse. La protestation, conservée dans les archives du département d'État américain, affirmait que les fusils de chasse violaient l'article 23 de la Convention de la Haye en causant des souffrances inutiles. La protestation allemande stipulait spécifiquement « Le gouvernement allemand proteste contre l'utilisation de fusils de chasse par l'armée américaine et attire l'attention sur le fait que, selon le droit de la guerre, tout prisonnier trouvé en possession de telles armes ou des munitions correspondantes perd sa vie ». La réponse du secrétaire d'État Robert Lansing fut sans équivoque. Les États-Unis rejetèrent la protestation et avertirent que toute exécution de prisonniers américains pour port de fusils de chasse entraînerait des représailles. Aucun soldat américain ne fut exécuté pour port de fusils de chasse et leur utilisation continua. Le modèle 12, introduit en 1912 comme arme de chasse civile, avait considérablement évolué en 1942. La version militaire, désignée le M12 Trench Gun, comportait un canon de 20 pouces à alésage cylindrique contre 26 à 30 pouces sur les modèles civils, un écran thermique métallique perforé et une lunette pour baïonnette. Plus crucial encore, il conservait l'absence de disconnecteur de gâchette dans sa conception originale, une caractéristique mécanique qui permettait le tir en rafale. Cette capacité n'était pas accidentelle, mais intentionnelle. Les ingénieurs de Winchester avaient conçu le modèle 12 de telle sorte que maintenir la gâchette enfoncée tout en actionnant la pompe permettait de tirer aussi rapidement que l'opérateur pouvait la manœuvrer. Alors que les tireurs civils utilisaient rarement cette fonctionnalité, les instructeurs militaires en reconnurent immédiatement le potentiel de combat. L'armée impériale japonaise avait bâti sa stratégie défensive du Pacifique sur plusieurs présupposés fondamentaux documentés dans ses manuels de campagne. Selon le manuel technique du département de la guerre américain TME 3480, Handbook on Japanese Military Forces,
La doctrine japonaise mettait l'accent sur deux avantages tactiques primaires, le combat de nuit et le combat rapproché. Les Japonais distinguaient le kishu, l'attaque surprise nocturne, et le kyoshu, l'attaque de force nocturne. Leur entraînement d'infanterie consacrait de nombreuses heures aux opérations de nuit, aux mouvements dans l'obscurité et aux techniques d'infiltration silencieuse. Le présupposé, validé en Chine et lors des premières victoires dans le Pacifique, était que le combat de nuit annulait les avantages américains en puissance de feu et technologie. Les manuels d'entraînement japonais soulignaient que les forces américaines étaient de faibles en combat rapproché et dépendantes de la supériorité mécanique. Lorsque le combat se rapprochait à portée de baïonnette, la doctrine japonaise affirmait que l'esprit supérieur et l'entraînement des soldats japonais l'emporteraient. Cette croyance n'était pas simplement de la propagande, mais fondamentale à la planification tactique japonaise. La chute de Singapour en février 1942 semblait avoir validé ces présupposés. Les forces japonaises avaient submergé les positions britanniques par des attaques nocturnes agressives et des combats rapprochés, battant une force numériquement supérieure. Des succès similaires aux Philippines renforcèrent la conviction que les Américains, comme les autres forces occidentales, ne pouvaient égaler les soldats japonais dans les combats au corps à corps. L'invasion américaine de Guadalcanal, le 7 août 1942, marqua la première opération offensive contre les forces japonaises. Parmi l'équipement distribué aux unités de Marines se trouvaient des fusils Winchester Model 12, distribués principalement au personnel chargé des patrouilles en jungle, de la défense de points et des missions de sécurité. Le nombre exact de Model 12 présents à Guadalcanal reste flou dans les archives historiques, mais des preuves confirment leur présence et leur utilisation. Les manifestes d'équipement de la première division de Marines incluaient des fusils de chasse de type Riot dans les bataillons d'infanterie avec des approvisionnements en munitions à chevrotine et à balles pleines. Le premier test majeur intervint lors de la bataille du Tenaru, en réalité la rivière Ilu, le 21 août 1942. Le colonel Kiyonao Ichiki mena 916 hommes de son détachement dans un assaut nocturne à travers le banc de sable à l'embouchure de la rivière, exactement le type d'attaque nocturne rapprochée que prescrivait la doctrine japonaise. Le résultat de la bataille fut catastrophique pour les forces japonaises. Sur les 916 assaillants, environ 800 furent tués. Alors que les mitrailleuses et l'artillerie des Marines infligèrent de nombreuses pertes, les combats à courte portée virent l'emploi de fusils de chasse dans leur rôle prévu. Les rapports d'après-action notèrent l'efficacité de toutes les armes disponibles pour repousser l'assaut, avec une mention spécifique de la valeur d'une puissance de feu accrue à courte portée. L'efficacité du modèle 12 découlait de caractéristiques techniques spécifiques. Selon les tests de l'artillerie de l'US Army, la charge militaire de chevrotine 00 contenait 9 plombs de calibre .33. À 20 yards, ces plombs maintenaient une vitesse suffisante pour pénétrer 3/4 de pouce de planche de pin, utilisée comme standard pour approximer la pénétration des tissus humains. La dispersion était tout aussi importante. Aux distances de combat de 20 à 30 yards, la chevrotine s'étalait sur environ 30 pouces, créant une densité de motifs qui rendait une visée précise inutile. Cette caractéristique s'avéra cruciale dans la guerre en jungle, où les cibles n'étaient souvent que des aperçus fugitifs à travers la végétation dense. La capacité de tir en rafale multipliait ces avantages. Bien qu'il n'existe pas de mesure précise de cadence de tir de la Seconde Guerre mondiale, des tests d'après-guerre démontrèrent que des opérateurs expérimentés pouvaient tirer 5 à 6 cartouches en moins de 3 secondes en utilisant la technique du tir en rafale. Cette cadence de tir dépassait celle de nombreuses armes automatiques à courte portée, avec l'avantage supplémentaire de la dispersion. Les Marines développèrent des techniques spécifiques pour employer le modèle 12. L'entraînement mettait l'accent sur le tir au ras du sol lors de la défense contre des infiltrats rampants, exploitant l'effet de ricochet de la chevrotine sur un sol dur. En milieu jungle, les Marines apprirent à tirer au son et au mouvement plutôt que d'attendre des cibles claires, s'appuyant sur la dispersion pour compenser une visée imprécise. Alors que les unités de Marines gagnaient en expérience de 1942 à 1943, l'emploi des fusils de chasse devint plus sophistiqué.
Les armes s'avérèrent particulièrement précieuses dans des situations tactiques spécifiques qui se produisaient de manière répétée dans les combats du Pacifique. Durant la campagne de Nouvelle-Géorgie, de juin à août 1943, les fusils de chasse furent de plus en plus attribués aux éclaireurs en tête des patrouilles en jungle. La capacité à délivrer une puissance de feu immédiate et dévastatrice en réponse à une embuscade s'avéra inestimable. Un marine en tête pouvait réagir à un mouvement ou un son avec un tir de suppression instantané, potentiellement touchant plusieurs ennemis d'un seul coup. Les positions défensives nocturnes incorporaient les fusils de chasse comme arme primaire contre l'infiltration. Les tactiques japonaises impliquaient souvent de petits groupes tentant de pénétrer les lignes des Marines dans l'obscurité, comptant sur la furtivité et les armes blanches. Les Marines, équipés de fusils de chasse, pouvaient couvrir des secteurs avec des champs de tir qui se chevauchaient, créant des zones où l'infiltration devenait virtuellement impossible. Les armes s'avérèrent également efficaces dans ce que les Marines appelaient le jungle lane shooting, le dégagement de chemins à travers la végétation dense, où pouvaient se cacher des soldats japonais. La dispersion frappait de multiples obstacles, touchant potentiellement des ennemis cachés tout en arrachant simultanément le feuillage qui fournissait un camouflage. La campagne pour les îles du Pacifique central introduisit un nouveau défi tactique. Les fortifications japonaises en grotte, commençant avec Tarawa en novembre 1943 et s'intensifiant lors des opérations ultérieures, les forces japonaises comptèrent de plus en plus sur des grottes et des bunkers fortifiés plutôt que sur des lignes défensives traditionnelles. À Peleliu, le 15 septembre 1944, le colonel Kunio Nakagawa avait préparé un système de défense en grotte élaboré. Les crêtes de corail de l'île étaient truffées de grottes naturelles que les ingénieurs japonais avaient élargies et fortifiées. Ces positions, conçues pour résister aux bombardements navals et aux attaques aériennes, nécessitaient un combat rapproché intime pour être nettoyé. Le modèle 12 s'avéra adaptable à ce défi. Les Marines développèrent des techniques de nettoyage de grottes qui exploitaient les caractéristiques du fusil de chasse. L'approche standard impliquait de tirer une ou deux cartouches dans l'entrée d'une grotte, laissant la chevrotine ricocher sur les parois intérieures. Les plombs ricochets créaient ce que les Marines décrivaient comme une tempête de plomb dans les espaces confinés. L'effet psychologique dépassait souvent le physique. Les soldats japonais qui survécurent rapportèrent que le son de la chevrotine ricochetant dans les grottes était particulièrement terrifiant. Un hurlement métallique qui semblait venir de toutes les directions simultanément. L'invasion de Saipan le 15 juin 1944 vit la poursuite de l'évolution des tactiques avec le fusil de chasse. La garnison japonaise de 31 000 hommes, sous le commandement du lieutenant-général Yoshitsugu Saito, avait préparé des fortifications étendues tirant les leçons des assauts américains précédents. Les unités de Marines avaient développé ce qu'ils appelaient des équipes fusils de chasse, des groupes spécialisés chargés des assauts à courte portée. Celle-ci consistait typiquement en 2 Marines armés de fusils de chasse, un tireur de BAR pour le tir de suppression, et 1 ou 2 fusiliers avec des grenades. Les équipes opéraient comme des éléments d'assaut spécialisés, particulièrement efficaces contre les positions fortifiées. La bataille de Saipan vit également un usage accru de munitions spécialisées. Alors que la chevrotine 00 restait standard, les Marines employaient également des cartouches à balles pleines pour le tir de précision à plus longue portée et des charges de petits plombs pour dégager la végétation et exposer les positions cachées. Le 7 juillet 1944, Saipan fut le théâtre de la plus grande charge Banzai de la guerre. Environ 3 000 à 4 000 assaillants attaquèrent les positions américaines. Alors que la plupart des pertes furent infligées par des mitrailleuses et de l'artillerie, les combats rapprochés qui pénétrèrent les lignes américaines virent un usage extensif de toutes les armes disponibles, y compris les fusils de chasse. La capacité à délivrer de multiples projectiles sans visée précise s'avéra précieuse dans la mêlée confuse des combats de nuit. La bataille d'Iwo Jima du 19 février au 26 mars 1945 présenta le test ultime des tactiques de guerre en grotte. Le général Tadamichi Kuribayashi avait créé le système défensif le plus sophistiqué de la guerre,
11 miles de tunnels connectant plus de 1500 grottes, blockhouse et positions fortifiées. Kuribayashi avait étudié les tactiques américaines des batailles précédentes et conçu ses défenses pour y faire face. Les entrées des grottes étaient angulées pour empêcher les tirs directs. De multiples sorties évitaient le piégeage et les chambres intérieures étaient décalées pour limiter l'effet des explosifs et des lance-flammes. Malgré ces préparations, les fusils de chasse Model 12 restèrent efficaces. Les Marines s'adaptèrent en développant le skip shooting, en faisant délibérément ricocher la chevrotine sur les parois des tunnels pour atteindre derrière les angles. Ils augmentèrent également leur utilisation de cartouches au phosphore blanc, qui créaient à la fois des pertes et de la fumée, forçant les soldats japonais à évacuer les positions. Les 21 000 défenseurs japonais furent graduellement éliminés dans des combats rapprochés brutaux. Parmi eux, seuls 216 furent faits prisonniers, la plupart blessés ou inconscients lors de leur capture. La nature des combats à Iwo Jima, avec son accent sur l'élimination des positions fortifiées à courte portée, souligna la pertinence continue d'armes comme le Model 12. Malgré la mécanisation générale de la guerre, l'invasion d'Okinawa, le 1er avril 1945, représenta la plus grande opération amphibie de la guerre du Pacifique. Le général Mitsuru Ushijima commandait 100 000 soldats japonais dans le réseau défensif le plus étendu jamais construit. Le colonel Hiromichi Yahara, officier des opérations d'Ushijima et l'un des officiers d'état-major les plus brillants du Japon, avait conçu la défense pour maximiser les pertes américaines. À Okinawa, les deux camps avaient tiré les leçons de 3 ans de combat dans le Pacifique. Les forces japonaises ne se gaspillaient plus dans des charges banzai, mais combattaient depuis des positions préparées. Les forces américaines avaient affiné leur tactique d'armes combinées, les fusils de chasse jouant un rôle spécifique dans les phases de combat rapprochées de la réduction des grottes et des bunkers. La campagne de 82 jours vit l'évolution complète des techniques américaines de nettoyage de grottes. Les Marines et les troupes de l'armée employaient ce qu'ils appelaient les tactiques du souffleur et de la vrille. Les lance-flammes fournissaient le souffleur, tandis que les démolitions et les armes, à courte portée, comme les fusils de chasse, servèrent de vrille pour pénétrer les positions. La production et la distribution réelle des fusils de chasse Model 12 racontent une histoire différente de la perception populaire. Selon les archives de la compagnie Winchester, analysées par l'historien Herbert G. House, seulement 61 014 fusils de chasse Model 12 furent manufacturés durant la Seconde Guerre mondiale. 19 247 supplémentaires furent réparés ou remis à neuf par Winchester, créant une confusion sur les totaux. Ces armes furent distribuées à travers toutes les branches de service, Marines, Armée, Marine et Forces aériennes de l'armée, et pas exclusivement aux unités de Marines. Les forces aériennes de l'armée, par exemple, utilisaient les Model 12 pour la défense des bases aériennes et les missions de garde d'avion. La marine les employait pour la sécurité des navires et les opérations de troupes de débarquement. Cette production relativement limitée, 60 et 1014 nouvelles armes pour une armée de 12 millions, signifiait que les Model 12 étaient des armes spécialisées plutôt que d'équipement général. Elles étaient concentrées dans les unités susceptibles de faire face à des combats rapprochés. Les compagnies de fusiliers marines, les équipes d'assaut de l'armée et les détachements de sécurité. L'approvisionnement en munitions était plus abondant. Les contrats militaires pour cartouches de fusils de chasse se comptaient par millions, assurant que les unités équipées de fusils de chasse disposaient de munitions adéquates pour l'entraînement et le combat. La charge militaire standard était la chevrotine 00 avec des cartouches à balles pleines et des plombs plus petits disponibles pour des usages spécifiques. Évaluer l'efficacité réelle au combat du Model 12 nécessite une analyse minutieuse des preuves disponibles. Les rapports d'après-action des batailles du Pacifique notent constamment la valeur des fusils de chasse dans des situations spécifiques tout en reconnaissant leurs limites. Les armes excellèrent dans plusieurs scénarios rapportés de manière cohérente à travers différentes batailles. La réponse aux embuscades en jungle, la capacité à délivrer une puissance de feu immédiate et dévastatrice en réponse à un contact soudain à courte portée. La dispersion compensait la difficulté d'acquérir des cibles dans la végétation dense.
La défense nocturne, les fusils de chasse fournissaient une défense efficace contre les tentatives d'infiltration. Le son d'une pompe actionnée devint un dissuasif psychologique, tandis que la dispersion augmentait la probabilité de toucher dans l'obscurité. Le nettoyage des grottes et des bunkers, l'effet de ricochet dans les espaces confinés multipliait l'efficacité de l'arme. Même lorsque des impacts directs n'étaient pas réalisés, l'impact psychologique de la chevrotine ricochetant dans des espaces clos forçait souvent les soldats japonais à évacuer les positions. Les phases d'assaut finales, lorsque le combat se rapprochait à moins de 25 yards, les fusils de chasse fournissaient une puissance de feu supérieure aux fusils à verrou et même à certaines armes automatiques. Cependant, les armes avaient des limites claires. La portée effective de 50 yards ou moins laissait les troupes armées de fusils de chasse vulnérables aux tirs de fusil à plus longue distance. Les munitions étaient encombrantes et lourdes comparées aux cartouches de fusil. Les armes nécessitaient un nettoyage fréquent dans l'environnement corrosif d'air salin du Pacifique. Les forces japonaises tentèrent diverses contre-mesures aux armes américaines de combat rapprochées, y compris les fusils de chasse. Ces adaptations, documentées dans des matériels japonais capturés et des interrogatoires d'après-guerre, révèlent à la fois la menace perçue et la difficulté d'y faire face. Certaines unités japonaises expérimentèrent des armures corporelles, incluant des plaques de bois ou de bambou épaisses, conçues pour arrêter la chevrotine. Celles-ci se révélèrent encombrantes et seulement partiellement efficaces, car la chevrotine pouvait encore causer des blessures invalidantes aux zones exposées. Les adaptations tactiques incluaient l'augmentation de la profondeur des positions défensives pour empêcher l'infiltration par les équipes d'assaut, la création de fausses positions pour absorber les attaques initiales et l'utilisation d'obstacles pour maintenir les distances d'engagement au-delà de la portée du fusil de chasse. Malgré ces efforts, les forces japonaises ne développèrent jamais de contre-mesures pleinement efficaces aux tactiques américaines de combat rapprochées. Le problème fondamental était matériel. Le Japon manquait de la capacité industrielle pour égaler la puissance de feu américaine à n'importe quelle distance, le forçant à continuer de compter sur des tactiques qui les amenaient précisément dans les combats à très courte portée, où des armes comme le modèle 12 excellaient. La protestation allemande de 1918 concernant l'usage des fusils de chasse créa un précédent légal qui influença l'emploi durant la Seconde Guerre mondiale. Le rejet américain des protestations allemandes établit que les fusils de chasse étaient des armes de guerre légitimes selon le droit international. Il est intéressant de noter que, malgré l'efficacité du modèle 12 contre les forces japonaises, le Japon ne déposa jamais de protestations similaires. Cette absence peut refléter plusieurs facteurs. La conduite même du Japon en Chine avait violé de nombreuses conventions internationales, rendant les protestations légales problématiques. La détérioration de la situation diplomatique laissait peu de canaux pour de telles protestations. Et au moment où les fusils de chasse s'avérèrent particulièrement efficaces, le Japon perdait déjà la guerre de manière décisive. L'acceptation légale des fusils de chasse comme armes légitimes contrastait avec les restrictions sur d'autres armes. Les gaz toxiques, interdits après la Première Guerre mondiale, ne furent pas utilisés dans le Pacifique malgré les avantages tactiques qu'ils auraient pu offrir dans la guerre en grotte. Le fusil de chasse, malgré ses effets dévastateurs à courte portée, resta dans les limites acceptées de la guerre. Le corps des Marines développa des programmes d'entraînement spécifiques pour l'emploi du fusil de chasse basés sur l'expérience du combat. L'école des éclaireurs-tireurs d'élite de Camp-le-Jeune incluait un entraînement au fusil de chasse, bien que le curriculum exact de la Seconde Guerre mondiale n'ait pas survécu en détail. L'entraînement mettait l'accent sur plusieurs principes clés dérivés de l'expérience du combat. La gestion des munitions. Contrairement aux munitions de fusil, les cartouches de fusil de chasse étaient encombrantes et lourdes. Les Marines apprirent à porter les cartouches dans des boucles élastiques sur des ceintures et des bandoulières pour un accès rapide. La charge standard était de 50 à 60 cartouches, le réapprovisionnement étant une préoccupation constante. Les positions de tir, l'action à pompe nécessitait des positions différentes du tir au fusil. Les Marines s'entraînaient à tirer depuis la hanche pendant le mouvement, au tir instinctif sans utiliser les mires et à maintenir l'équilibre tout en actionnant rapidement la pompe.
La sélection des cibles, les tireurs aux fusils de chasse apprenaient à engager les menaces les plus proches en premier et à balayer plusieurs cibles plutôt que de se concentrer sur des individus. La dispersion signifiait qu'une visée précise était moins importante qu'un engagement rapide des cibles. L'entretien de l'arme, l'environnement du Pacifique était particulièrement dur pour les armes. Les embruns salins, le sable et l'humidité pouvaient rapidement rendre un modèle 12 inopérant. Un entretien quotidien devint essentiel, avec un accent sur le maintien de l'action propre et lubrifiée. L'usage américain des fusils de chasse dans la Seconde Guerre mondiale fut relativement unique parmi les principaux belligérants. Les approches d'autres nations en matière de combat rapproché révélèrent différentes philosophies tactiques. La Grande-Bretagne. L'armée britannique fit un usage limité des fusils de chasse, principalement pour la garde de prisonniers et les opérations spécialisées. La doctrine britannique mettait l'accent sur le pistolet mitrailleur, particulièrement le Stengun, pour le combat rapproché. L'Union soviétique. Les soviétiques comptaient lourdement sur le pistolet mitrailleur PPSH 40 et 1 pour le combat rapproché, en produisant plus de 6 millions durant la guerre. La cadence de tir élevée et la plus grande capacité de chargeur convenaient aux tactiques d'assaut de masse soviétiques. L'Allemagne, malgré sa protestation contre l'usage des fusils de chasse durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne produisit un nombre limité de fusils de chasse pour le combat sur le front de l'Est. Cependant, le pistolet mitrailleur MP40 resta son arme de combat rapprochée primaire. Le Japon ne produisit pratiquement aucun fusil de chasse de combat, maintenant l'accent sur les fusils, les baïonnettes et les armes blanches traditionnelles pour le combat rapproché. Cela reflétait à la fois des limitations industrielles et des préférences culturelles. L'adoption américaine des fusils de chasse reflétait une approche pragmatique de la guerre, utilisant l'outil le plus efficace pour des situations spécifiques, indépendamment des conventions militaires traditionnelles. Comprendre le rôle du modèle 12 nécessite de le placer dans le contexte plus large de la doctrine de combat américaine dans le Pacifique. L'arme était un élément dans une approche d'armes combinées qui intégrait les tirs navals, le support aérien, l'artillerie, les armes automatiques, les lance-flammes et les démolitions. La séquence typique pour réduire une position fortifiée japonaise en 1945 illustre cette intégration. Les tirs navals et les bombardements aériens pour supprimer et isoler la position. Les tirs d'artillerie et de mortier pour empêcher le renforcement. Les mitrailleuses et les BAR pour supprimer les tirs défensifs. Les équipes d'assaut approchent avec des lance-flammes et des démolitions. Les fusils de chasse employés dans la phase d'assaut finale pour nettoyer les positions. Les ingénieurs scellent ou détruisent la position. Le rôle du fusil de chasse était spécifique, mais important, fournissant une puissance de feu écrasante à courte portée dans les moments critiques où les soldats américains et japonais se rencontraient à des distances mesurées en pieds plutôt qu'en yards. L'impact psychologique des armes dépasse souvent leurs effets physiques. Le modèle 12 eut des effets démontrables sur le moral tant américain que japonais, bien que ceux-ci doivent être évalués avec prudence, étant donné la propagande et la mythologie entourant les armes. Pour les forces américaines, le fusil de chasse fournissait de la confiance dans les situations de combat rapprochés. Les Marines et soldats savaient qu'ils possédaient une puissance de feu dévastatrice à courte portée, réduisant l'anxiété concernant l'infiltration japonaise et les charges Banzai. La simplicité mécanique et la fiabilité du modèle 12 inspiraient également confiance. Il s'enrayait rarement et était simple à opérer sous stress. Le son distinctif d'une pompe actionnée devint un facteur de morale en soi. Les vétérans rapportèrent que le son rassurait les troupes amies tout en dissuadant potentiellement l'action ennemie. Cet effet psychologique, bien que difficile à quantifier, apparaît de manière cohérente dans les récits des vétérans. Après la reddition du Japon, l'armée américaine conduisit une analyse extensive de l'efficacité des armes dans la guerre du Pacifique. Le modèle 12 et autres fusils de chasse reçurent des évaluations mitigées. Les armes furent créditées d'une efficacité exceptionnelle dans des situations spécifiques, particulièrement le nettoyage des grottes et la défense nocturne. La capacité à délivrer de multiples projectiles sans visée précise s'avéra précieuse dans les combats rapprochés confus communs dans le Pacifique.
Cependant, les analystes notèrent également des limites. La courte portée laissait les troupes armées de fusils de chasse vulnérables en terrain découvert. Les armes étaient moins efficaces contre les bunkers japonais, avec de petites ouvertures de tir. Le fardeau logistique d'approvisionner en munitions spécialisées compliquait les opérations de ravitaillement. Malgré ces limitations, les fusils de chasse restèrent dans l'inventaire militaire américain. Le modèle 12 servit en Corée, où il s'avéra à nouveau efficace dans le combat rapproché et les combats de nuit. Au Vietnam, les fusils de chasse furent employés par les éclaireurs en tête des patrouilles et pour les opérations de nettoyage de tunnels, appliquant directement les leçons apprises dans le Pacifique. La conception mécanique du modèle 12 influença les fusils de chasse militaires ultérieurs. Le mécanisme à pompe s'avéra plus fiable dans les conditions de combat que les conceptions semi-automatiques. La capacité de tir en rafale, bien qu'éventuellement éliminée pour des raisons de sécurité dans les modèles civils, resta appréciée pour les applications militaires. Les archives historiques de l'emploi du modèle 12 dans la Seconde Guerre mondiale proviennent de multiples sources, chacune avec des limites. Les rapports officiels d'après-action fournissent des aperçus tactiques, mais détaillent rarement l'emploi d'armes individuelles. Les références aux fusils de chasse apparaissent typiquement seulement lorsqu'elles notent une efficacité spéciale ou des problèmes. Les registres d'équipement des unités documentent la distribution des fusils de chasse, mais pas leur utilisation réelle au combat. De nombreux registres furent perdus ou détruits durant la guerre. Les manuels techniques militaires décrivent l'opération de l'arme et son emploi de base, mais pas les expériences de combat spécifiques. Les récits de vétérans, les mémoires d'après-guerre et les histoires orales fournissent des preuves anecdotiques, mais doivent être évaluées avec soin pour leur exactitude et leur représentativité. Les archives japonaises, les documents capturés et les interrogatoires d'après-guerre fournissent la perspective ennemie, mais sont limités par les problèmes de traduction et la destruction de nombreuses archives japonaises. Les preuves photographiques, les photographies de combat montrent occasionnellement des Marines avec des fusils de chasse, mais ne peuvent documenter leur efficacité. Ces preuves fragmentaires nécessitent une analyse minutieuse pour séparer les faits documentés de la mythologie et des suppositions. L'emploi du modèle 12 souligna le vaste fossé industriel et technologique entre les États-Unis et le Japon. Les forces américaines pouvaient se permettre de distribuer des armes spécialisées pour des situations tactiques spécifiques. La capacité industrielle à produire 60 et 1014 fusils de chasse, des armes avec une application militaire limitée, tout en produisant simultanément des millions de fusils, des centaines de milliers de mitrailleuses et des dizaines de milliers de pièces d'artillerie, démontrait une supériorité matérielle écrasante. Le Japon, à l'inverse, peinait à fournir des fusils et des munitions de base à ses forces. Le fusil japonais, type 99, bien qu'excellent dans sa conception, souffrait d'une qualité de fabrication déclinante à mesure que la guerre progressait. En 1945, les forces japonaises déployaient des lances en bambou aux côtés des fusils, soulignant leur effondrement industriel. Cette disparité s'étendait aux munitions. Les forces américaines pouvaient dépenser des cartouches de fusils de chasse librement à l'entraînement et au combat. La procédure standard exigeait d'utiliser des munitions fraîches et de jeter les cartouches montrant de la corrosion ou des dommages. Les forces japonaises, quant à elles, comptaient chaque cartouche de fusil et dépendaient souvent de munitions capturées. Le développement des tactiques de fusils de chasse dans le Pacifique démontre l'adaptabilité militaire américaine. Contrairement aux hiérarchies militaires rigides imposant des tactiques depuis le haut, les forces américaines encourageaient l'innovation au niveau des petites unités. Les Marines, qui découvraient des techniques efficaces, les partageaient de manière informelle. Les méthodes réussies se répandaient à travers les unités par le bouche à oreille et la démonstration. Les officiers incorporaient les techniques éprouvées dans l'entraînement et la doctrine. Ce processus d'innovation ascendante permettait une adaptation tactique rapide. La technique du skip shooting pour le nettoyage des grottes, par exemple, semble s'être développée indépendamment dans de multiples unités faisant face à des défis similaires. Les Marines découvrirent que la chevrotine ricocherait de manière prévisible sur les parois rocheuses, leur permettant de tirer derrière les angles. Cette technique, née de la nécessité et de l'expérimentation, devint une procédure standard.
De même, l'utilisation de charges de munitions mixtes, alternant chevrotines et balles pleines, se développa à partir de l'expérience du combat plutôt que de la doctrine d'avant-guerre. Les Marines apprirent que la combinaison offrait une flexibilité pour engager des cibles variées sans changer d'arme. Bien que les armes tactiques, comme le modèle 12, jouèrent des rôles importants, l'issue de la guerre du Pacifique fut déterminée par des facteurs stratégiques plus larges. La guerre sous-marine américaine étrangla la logistique japonaise. Les bombardements stratégiques détruisirent l'industrie japonaise. La suprématie navale isola les garnisons japonaises. Les bombes atomiques mirent fin à la résistance japonaise sans invasion. Dans ce cadre stratégique, des armes comme le modèle 12 contribuèrent au succès tactique qui soutenait les objectifs opérationnels et stratégiques. La réduction efficace des positions japonaises conserva la main-d'œuvre américaine, maintint l'élan offensif et démontra la futilité d'une résistance continue. L'efficacité du fusil de chasse dans le nettoyage des grottes, par exemple, réduisit les pertes dans les batailles d'attrition épuisantes de 1944 à 1945. Chaque position fortifiée, nettoyée rapidement, signifiait moins de pertes américaines et une avancée plus rapide vers des objectifs stratégiques comme les terrains d'aviation et les ports. L'emploi du modèle 12 dans le Pacifique offre des leçons sur l'innovation et l'adaptation militaire. L'application de technologies existantes a de nouveaux usages. Le modèle 12 était une conception vieille de 30 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale commença. L'innovation ne vint pas d'une nouvelle technologie, mais de l'application d'une technologie existante à de nouveaux problèmes tactiques. L'innovation pilotée par l'utilisateur, les tactiques les plus efficaces, se développèrent à partir d'expérimentations ascendantes par les combattants plutôt que du développement descendant de la doctrine. Spécialisé contre usage général, le modèle 12 excella dans des situations spécifiques, mais avait des limites claires. Les forces militaires doivent équilibrer les capacités spécialisées avec les exigences d'usage général. L'entraînement et la technologie, l'efficacité de l'arme dépendaient d'un entraînement approprié. La technologie seule, sans doctrine et entraînement, offre un avantage limité. La base industrielle, la capacité à produire et approvisionner des armes et des munitions spécialisées, dépend d'une capacité industrielle robuste. L'innovation tactique nécessite un soutien logistique. Derrière l'analyse technique et tactique se trouvaient des êtres humains, des Marines et soldats américains qui portèrent des modèles 12 au combat et des soldats japonais qui les affrontèrent. Leurs expériences, bien que filtrées par la mémoire et la mythologie, fournissent une perspective essentielle. Les Marines qui portèrent des fusils de chasse le faisaient souvent par choix, échangeant la portée plus longue des fusils contre une puissance de feu dévastatrice à courte portée. Cette décision reflétait une évaluation individuelle des exigences tactiques et une préférence personnelle. Certains Marines juraient par l'efficacité du fusil de chasse, d'autres préféraient la polyvalence des fusils. L'opération de l'arme sous le stress du combat testait les capacités humaines. Le tir en rafale nécessitait de la force physique et de la coordination tout en étant sous le feu. La technique qui semblait simple à l'entraînement devenait difficile lorsqu'épuisé, terrifié ou blessé. Pourtant, les Marines accomplissaient ces actions de manière efficace au combat. L'emploi du Winchester Model 12 dans la guerre du Pacifique démontra à la fois l'adaptabilité militaire américaine et la capacité industrielle. L'arme s'avéra exceptionnellement efficace dans des situations tactiques spécifiques. Le nettoyage des grottes, la défense nocturne, la réponse aux embuscades en jungle et les phases d'assaut finales. Sa capacité de tir en rafale fournissait une puissance de feu dévastatrice à courte portée que les forces japonaises peinèrent à contrer. Cependant, l'impact du modèle 12 doit être compris dans son contexte approprié. Seulement 61 014 furent produits durant la Seconde Guerre mondiale, en faisant une arme spécialisée plutôt qu'une arme d'infanterie primaire. Son efficacité dépendait de l'intégration avec d'autres armes dans des tactiques d'armes combinées. L'issue de la guerre du Pacifique fut déterminée par des facteurs stratégiques bien au-delà des armes tactiques. L'échec de l'armée japonaise à anticiper ou contrer l'emploi américain des fusils de chasse refléta des erreurs de calcul plus larges concernant les capacités militaires américaines.
La doctrine japonaise mettait l'accent sur les facteurs spirituels et les compétences individuelles de guerriers tout en sous-estimant la supériorité matérielle et l'innovation tactique américaine. Le modèle 12, simple dans sa conception mais dévastateur dans son application, incarnait l'approche pragmatique américaine de la guerre. De Guadalcanal à Okinawa, à travers les jungles et les grottes, le son distinctif de la pompe actionnée marqua l'innovation tactique américaine. Les Marines et soldats armés de modèle 12 démontrèrent qu'une démocratie industrielle pouvait développer et employer des armes spécialisées pour des défis tactiques spécifiques. L'arme que l'Allemagne avait protestée comme inhumaine s'avéra être simplement un autre outil dans l'arsenal américain. L'héritage du modèle 12 s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les tactiques développées dans le Pacifique influencèrent la doctrine militaire américaine à travers la Corée, le Vietnam et les conflits contemporains. L'accent mis sur la puissance de feu en combat rapproché, les armes spécialisées pour des situations spécifiques et l'innovation tactique pilotée par l'utilisateur restent pertinents pour la guerre moderne. L'infanterie japonaise ne s'attendit jamais à ce que les fusils de tranchée Winchester M12 tirent en rafale à travers leur défense parce que de telles armes violaient leurs présupposés fondamentaux sur la guerre. Le modèle 12 délivra un message simple. Les forces américaines appliqueraient une puissance de feu écrasante à chaque portée en utilisant toutes les technologies disponibles, adaptées par une innovation continue. Dans l'arithmétique brutale des combats du Pacifique, le modèle 12 ajouta son poids à la balance de la victoire américaine. La transformation fut complète, non pas par le modèle 12 seul, mais par ce qu'il représentait, la volonté américaine d'adopter toute arme efficace, de développer des tactiques innovantes et d'appliquer la production industrielle aux problèmes tactiques. L'infanterie japonaise qui affronta ces armes découvrit que leurs adversaires avaient maîtrisé non seulement l'art de la guerre, mais la science de l'application systématique de la puissance de feu pour détruire toute défense, surmonter tout obstacle et atteindre la victoire par la supériorité matérielle combinée à l'innovation tactique.